Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce troisième épisode de cette troisième saison des UBBistes. Je suis ravi de vous retrouver en ce jour de match. Bon, c'est un match de préparation, mais bon, c'est déjà pas mal, Yann. Ah oui, mais de toute façon on va regarder ça attentivement et en plus ce qui est cool, bon, je sais pas si tu vas le dire ensuite, mais le match est retransmis, donc on va pouvoir faire des vidéos quoi. Oui, alors bah, on peut le dire de suite, hein. Le match, c'est ce soir. On enregistre du coup le vendredi 21 août. Ce soir à 19h30, c'est retransmis sur la chaîne YouTube du Stade Rochelet. À l'heure où on enregistre, donc entre midi et 2, pas encore de compo. On a le maillot, mais pas la compo. Du coup, on ne va pas pouvoir non plus trop faire la preview. Après les matchs de préparation, de toute façon, ça va beaucoup tourner. Il y aura plus de 23 joueurs normalement sur la feuille de match. Donc, ça ne servirait non plus pas à grand-chose. On en parlera, on débriefera un peu Ouais. rapidement la semaine prochaine, je pense. Mais surtout que quand tu regardes la compo de La Rochelle, il y a beaucoup de jeunes et quelques recrues, donc probablement, tu vois, parfois il y a des accords un peu avec les clubs. Donc c'est pas impossible que certains de nos titulaires habituels, je pense à Louis, Damien Penaud, soient encore au repos pour une semaine. Enfin, ça m'étonnerait pas qu'on voit plutôt un affrontement entre des jeunes plus que des équipes qui sont très rodées, quoi. Ok, mais Ouais, ça, tu vois, je savais pas. Bah, aussi bien Compo tombe à 16h et Louis et Damien sont titulaires, mais... oui, c'est possible. Mais tu vois, en regardant la compo de La Rochelle, tu vois, il y a pas du, alors, je sais pas s'ils sont tous blessés ou présents, mais tu vois, t'as pas de Skelton, t'as pas de Minashvili, t'as pas même le centre fidjien qui était venu l'année dernière. Enfin voilà, il manque le Garek n'est pas là, Stoy n'est pas là. Enfin voilà, donc tu vois, il y a pas mal de jeunes qui fait que tu peux te dire que principalement tu auras une équipe très mixte, voire on va probablement Sachant tester. que nous, on a quand même pas mal de jeunes qui sont au Sevens. Ouais, Donc, à voir mais il y combien en on a va d'autres, pouvoir en envoyer. mais il y en a d'autres qui y sont pas quoi. Comme Louis Favreau. Exactement. Avogadro, Gabi Bonne, Dro. C'est pas mal, Ouais, mais eux, ils ont déjà joué avec les grands, donc effectivement, ouais. c'est plus des petits, quoi. Donc, on en reparlera de ce match-là. On fera un débrief. Toi, tu feras sûrement des vidéos surtout s'il y a des petits cracks qui jouent. On remercie les tipeurs de la semaine, Nico, Fab et Pierre. Un immense merci, ça nous aide beaucoup et ça nous encourage pour lancer cette saison. On rappelle que la cagnotte est disponible en description de cet épisode. Vous qui regardez l'épisode sur YouTube, vous pouvez lâcher un pouce, des boosts et vous abonner. Vous pouvez vous abonner aussi sur votre plateforme de streaming audio préférée. Voilà, chaque interaction avec ce petit podcast nous aide beaucoup et on donne aussi de la force aux amis bayonnais qui ont lancé leur podcast, le Pochocast, avec Théo qui était venu l'an dernier avant le match au Matmut. Et dans le premier épisode, il explique que ça lui avait un peu donné le truc. Donc ils ont sorti leur premier épisode et puis c'est toujours intéressant. Moi j'aime beaucoup écouter les causeries de la rade à chaque fois, ou quasiment, peut-être pas à chaque fois. Mais du coup, on donne beaucoup de force au Pochocast et on a hâte d'écouter ce qu'ils vont faire au programme de cet épisode. On va commencer comme la semaine dernière par les actus du club qu'on va traiter et ensuite, vous l'aurez compris en voyant le titre de cet épisode, on va traiter les fins de contrat. Donc tous les joueurs qui arrivent en fin de contrat en 2027 et puis on va essayer de réfléchir à ce qu'ils peuvent partir, rester, dans quelles conditions et s'ils partent, comment on pourrait les remplacer. Donc ça va nous prendre ce petit épisode. Je vous propose qu'on passe de suite aux actus du club. Et la première actualité qu'on avait un peu teasée ici, et il avait été aperçu sur des photos Instagram, c'est Mamadou Diaby qui part à la retraite et qui rejoint le staff des Lions en charge de la défense. Il a 36 ans, 177 matchs avec l'UBB. Rien que ça, il avait un peu manqué son départ, parce qu'il n'avait pas eu droit du coup au départ qu'il méritait, parce qu'il était parti un peu en fin de saison, comme ça, pas sur un coup de tête, mais pas loin, pour aller faire une saison à Perpignan. Et du coup c'est très cool, parce qu'il revient sur Bordeaux, et puis je pense qu'il a 2-3 conseils à donner en défense. Ah oui, effectivement, il y a des filles qui vont bien progresser avec lui, hein, parce qu'en plus pour le coup, c'est un joueur. Alors, il n'est pas forcément une énorme technique, etc., mais c'est un énorme bosseur, un énorme physique. Donc, je pense que et c'est pas pour rien qu'il a duré si longtemps dans le monde pro. Ça a été un grand bonhomme de l'UBB, hein, parce qu'il nous a accompagnés très longtemps, comme tu l'as dit, hein, 77 matchs, 177 matchs, ça commence à faire un gros baroudeur.
Donc ouais, content de le revoir de retour à Bordeaux, et c'est vrai que il va faire pouvoir progresser un peu. Enfin, les Lions sont déjà très fortes, hein, mais il y a certaines, en fait, c'est toujours pareil. Il y a toujours cet écart avec le niveau international, et notamment on pense aux Anglaises. Donc, je pense il y a quelques petits conseils, des petits tips qu'il va pouvoir donner à certaines des joueuses pour qu'elles progressent encore plus. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle, et on est content qu'il termine là-bas, enfin qu'il commence sa nouvelle aventure de coach. C'est sympa. Carrément. Non, je trouve que c'est un bon fit. Je pense qu'il a la mentalité Lyon aussi, donc trop bien. Et du coup, bon retour en Gironde à Mamadou Diaby. Autre nouvelle, Mathys Perchaud est bien apte pour le début de saison. Alors, est-ce que ce sera le premier match ou plutôt fin septembre, à voir. Mais par contre, Lasha Prakadze, lui, est blessé. On risque d'être un peu ric-rac du coup sur les rotations. La durée d'indisponibilité n'a pas été communiquée. Par contre, ce qui est tombé ce vendredi matin par Sud-Ouest, c'est que Zachary Afan, lui, il est pété pour 3 à 4 mois. Donc ça nous amène à la fin d'année. Typique, clairement le moment où il devait retourner à Brive. Donc problème au tendon pectoral, il doit se faire opérer, donc pas de Zachary Afan. Là par contre on devrait être très ric-rac à droite et à gauche du coup. Ouais, et je suis vraiment, alors pour le coup pour Afan, je suis vraiment déçu parce que tu vois, je trouve que son prêt l'a vraiment fait grandir. Il commençait à bien s'acclimater dans un effectif pro, et je voulais vraiment voir ses progrès en ce début de saison. Tu vois, accompagné avec un pack hyper solide. Tu vois, un Coleman, un Moon, un Caso, enfin voilà, avec du Lamotte. Et il y a cette tuile, quoi. C'est-à-dire qu'on va pas pouvoir le voir jouer tout simplement. Parce qu'en fait il va tout de suite repartir à Brive, donc c'est pas impossible qu'il refasse une prépa d'ailleurs, et qui nous quitte pour rejoindre la Corrèze. Donc ouais, c'est vraiment un coup dur. Donc pour le coup à droite on va être vraiment à flux tendu. Il y a Sud-Ouest qui a évoqué le fait que Sadi était dispo. Alors je sais pas ce que ça veut dire. Toi, tu m'as un peu fait la remarque en me disant, ben, est-ce que c'est parce qu'il est pas blessé et il y a que Big Ben qui est pas dispo? Alors, effectivement, si c'est ça, mais ne mettez pas ça. Ça sert à rien. S'il est dispo, c'est qu'il est apte à jouer, quoi. Pas, mais vraiment, physiquement, quoi. Non, mais enfin, moi je te disais ça parce qu'effectivement ils ont indiqué les joueurs disponibles, Ouais. en mentionnant Karlou Sadi, Falatea et Taofa. Bon, déjà ce qui est pas non plus ultra profond en termes de rotation. Mais de toute façon, quand il aura fini avec les Springboks, ça on n'a pas encore l'info de quand ce sera fini, il devra faire des vacances. Ouais, mais bon. Au moins 3 semaines. Mais du coup... Donc il sera pas là au début de saison. Non, oui, ouais, il sera pas là au début de saison, mais s'il m'arrive en J3 ou J4, Falatea Taufa, ça peut faire en fait, ça peut pas enchaîner les 10 matchs. Par contre, si t'arrives à amener Carlos Savi assez tôt pour remettre de la rotation, ce sera, tu vois, bon, je serai un peu soulagé parce que là, effectivement, si t'as deux que pro, après c'est que les espoirs, et les espoirs, Ali Finati pour moi est pas prêt, et après celui-là qui est plus proche du niveau pro, mais qui a encore jamais fait de mêlée pro, c'est Pargard qui lui est un vrai potentiel, etc. Et qui visiblement est le plus proche de ce niveau-là. Mais tu vois, c'est un pilier de 19 ans, hein, donc. Ouais. Bah, de toute façon, il y a un truc, c'est que tant qu'il n'aura pas fait de match pro, tu refuseras de prononcer son nom correctement. Oui, putain, je me suis encore chié. C'est pas Garde. Pargad. Pargad. Ah oui, putain, t'as le mec. Ruben. Tu peux l'appeler Ruben. Désolé, Ruben. Je suis vraiment désolé. Tu peux excuser. Moi, je l'ai croisé une fois à Chabon, mais il est costaud, donc vaut mieux s'excuser quand même. Non, mais les gaillards, oui, effectivement, les gaillards. Mais après, bon, le prends pas mal, hein. Yoram, je pense que j'ai dû mettre 6 mois ou un an. Enfin, toujours est-il que on va avoir du coup à gauche du Poirot, Perchaud. Après Prakadze. Prakadze, ça va dépendre de la durée de son indisponibilité. Ouais, on ne sait pas ça. J'ai essayé de sonder un peu le joueur sur Insta. Il m'a dit c'est pas grave, mais c'est pas grave sur une échelle, tu vois, de nous, bah c'est une ou 2 semaines. Sur une échelle de Géorgien, je sais pas ce que ça veut dire, quoi. Après, l'avantage, s'il y a pas de délai, tu peux te dire que c'est pas un truc long. Ouais, mais si c'est un mois, tu vois, ou 2, on peut être vite dans la sauce, en tout cas sur ce poste-là. Sachant que du coup, à droite, tu l'as dit, on a Falatea et Taofa.
Et à gauche, t'as Poirot, Perchaud. Ouais, et après, c'est les jeunes. Donc après, Atouma à gauche qui est, je pense, le plus proche du niveau pareil, mais qui a toujours pareil, 19 ans. Hein, donc c'est 19 ans, 20 ans, c'est très très jeune. Voilà. Bon. Mais déjà, on a Perchaud. Voilà. Oui, c'est déjà bien. À suivre, sachant que quand Prakadze sera revenu, il pourra aussi dépanner à droite. Donc, exactement. Bah, de toute façon, je pense que lui, il va faire une navette. Hein. Pour le coup, il a été recruté pour ça et c'est sa force. Ouais. Voilà pour les blessés. Ce week-end, l'Inextenso Super Sevens, la première étape, a lieu à Biarritz. Alors il y a du changement, parce que d'habitude, je crois pas qu'on ait trop les Lyonnes qui... il n'y a pas les féminines d'habitude, je sais plus. Et c'est sur... de mémoire, en fait, elle devait se qualifier pour cette compétition. D'accord. Bon, donc... En tout cas, le Stade Bordelais est qualifié, elles sont présentes et elles envoient l'armada. Parce que clairement, du coup, c'est pas vraiment comme l'UBB où t'avais en tout cas, parce qu'on va y revenir juste après, beaucoup de joueurs un peu de Gironde et de clubs alentours. Là, c'est que des titulaires du 15 des Lyonnes. Hein. On peut rapidement mentionner Adèle Besson qu'on avait reçu ici, Elsa Peiras qu'on avait reçu ici, Marie Ibanez, Fabiola Fortesa, Montserrat Amédée, Emma Couder. Morgane Bourgeois, Valentine Lotoz, nouvelle recrue, Nassira Condé. Donc il y a quand même du solide et il y a moyen qu'elle fasse un petit quelque chose sur cette étape. Ouais, surtout qu'en plus il y a pas mal de filles qui sont passées à 7, donc tu vois, qui ont même l'habitude de ce genre de format. Donc ouais, là ils ont envoyé une... Ouais, mais typiquement, une Adèle Besson, elle est championne d'Europe universitaire à 7, donc il y a de quoi faire. Bon. Aussi bien on dit ça, ils vont avoir paumé leurs 2 matchs aujourd'hui, on ne sait pas, on va voir. Mais en tout cas, sur le papier, c'est très intéressant. Et côté UBB Sevens, il y a un gros changement du coup cette année qui met un peu en péril le projet de Laurent Ferrer, c'est que tu n'as plus le droit, enfin en tout cas, tu as l'obligation d'avoir un certain nombre de joueurs sous contrat du club que tu représentes. Donc l'UBB en l'occurrence, là où avant il n'y avait plus pas cette limitation et que tu pouvais aller piocher un peu partout. On avait beaucoup de joueurs de la région plus des Argentins. Ben là du coup on a beaucoup d'espoir qui sont envoyés sur cette étape-là avec du Yanis Trébuchère, du Jules Saïd, très jeune, Jules Freinet aussi très jeune, Prince Tambo Fancho lui aussi très jeune. On a du Thomas Delpech, la recrue, Benjamin Kouadze, Lenny Alifanetti, Romain Gardra aussi qui y est d'ailleurs. Donc Edwin Lee, Johan Yaniek, tout ça c'est des espoirs. Donc, et puis t'as des espoirs et t'as des très 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 jeunes. C'est-à-dire qu'en fait t'as ceux qui... Alors moi je suis très heureux. Hein. Parce que donc là ils vont jouer, je crois que c'est 14h39 qui jouent le Stade Toulousain, mais ils sont en fait il y a beaucoup de crabos deuxième année qui montent pour la première année en espoir. Donc en fait c'est des joueurs qui ont à peine 18 ans, les Jules Saïd, Trébuchère, Freinet, Tambo, Freinet et Saïd, vous les connaissez un petit peu parce que j'ai fait pas mal de vidéos sur eux récemment, mais c'est et puis ce qui est assez rigolo aussi, c'est qu'il y a quand même donc c'est du 7 qu'on va faire, donc du 7, donc grand terrain, etc. Et on a quand même une première ligne complète. C'est-à-dire qu'Alefinati, pour vous présenter un peu le physique, il doit faire 1,93 et il doit faire 130 kilos. On a Jules Freinet qui un talon qui doit faire 95 kilos, 96 kilos, 1m80. Mais bon, lui c'est un ancien 3e ligne, donc il va pouvoir s'en sortir. Ce que j'allais dire. Et Tambo, qui est un pilier gauche qui fait, il doit faire 115 kilos. Donc c'est vrai, on va être la première équipe de 7 à balancer des grands portées. Ça va me faire beaucoup rire. On joue les touches. Mais en tout cas, ouais, je suis très content. Il y a vraiment des noms qui me parlent et que j'ai envie de voir. Trébuchère qui a fait une saison XXL en Crabos et j'ai pas d'image de lui, donc lui ça va être intéressant de le voir un peu en réel, voir aussi Saïd à ce niveau-là, Freinet, Delpech qui est la recrue d'Aurillac qui revient juste de blessure, donc c'est peut-être pour ça comme Gardra les deux reviennent juste de blessure, donc c'est pour ça peut-être qu'on les voit dans cette équipe. Donc moi ça m'enchante. Après c'est une équipe qui va pas être compétitive. Forcément parce qu'ils vont tomber sur des effectifs qui sont assez denses. Hein. J'ai vu La Rochelle qui avait Andy Timo qui est champion olympique et aussi alors j'ai oublié son nom, Stéphane Parez. Ouais, exactement, ouais, qui était le capitaine de champion olympique. Donc bon, ils ont quand même un certain beau monde et t'as d'autres clubs qui ont fait pareil. Donc je pense que là on va être trop rapidement limité. Je pense qu'il y a aussi ce côté on est quand même l'équipe qui est champion de France, hein, et t'envoies cette équipe-là, je pense qu'il y a un message derrière, parce que le projet qui a mis en place Laurent Ferrer était quand même un projet. Alors oui, il y avait les 2 stars argentines, mais en fait, ce qui faisait le ciment de ce groupe, c'était
des gens du coin, des joueurs de la région, donc de Langon, de Saint-Médard, enfin d'un peu partout, et qui arrivaient à alimenter et qui organisaient en fait une équipe de Seven qui allait partout, qui faisait c'est une équipe qui se tapait le champion de France A7, qui a fait aussi le Hong Kong, le championnat à 10 à Hong Kong. Enfin voilà, donc c'est une équipe qui a pas mal baroudé sous le nom de UBB Sevens. Et là, ce nouveau tournoi en fait exclut cette équipe qui s'est construite depuis plusieurs années, donc c'est un peu dommage. Mais on va avoir des nouvelles têtes et moi je vais le suivre avec attention parce que ça va être très sympa de voir ces gamins, quoi. Ouais, il y en a un qu'on aurait pu voir qui est champion d'Europe à 7, c'est Gabriel Bonne. Exactement, ouais. Qu'on aurait plutôt voir à La Rochelle. Je pense. En tout cas, ouais, tu vois, il y a des noms, Avogadro qui est pas là. Alors Favreau, je sais pas, mais ça c'est plus moi qui m'emballe. Mais tu vois, Bonne n'est pas là, effectivement. Dro qui vont plus basculer avec la première pour jouer contre La Rochelle, ouais. Ouais, du coup, si ça tombe pendant l'enregistrement, on essaiera de rebondir sur l'effectif, la composition. Mais là, du coup, on n'est plus sur la communication du maillot, parce que on a eu ce matin le reveal du maillot extérieur. Alors déjà, hier, pendant le teasing, l'annonce de l'heure du reveal, le club a choisi quand même de désamorcer un sujet qui, je pense, est quand même un assez gros sujet, c'est que il y aurait qu'une étoile sur les maillots domicile et extérieur de l'UBB cette saison, que ce soit les maillots supporters, mais aussi les maillots portés par les joueurs, à cause de problèmes de timing de production. Du coup, premier réflexe, c'est que tu te dis, mais comment ils ont fait l'an dernier du coup ? C'est qu'en fait, en tout cas, d'après ce qu'on a compris, nos informations, c'est qu'il y avait une vraie volonté du club d'avoir l'étoile intégrée au logo. Chose qui n'était pas du coup le cas la saison dernière. Et du coup, c'est plus compliqué pour l'équipementier de changer un logo, de changer tous les logos, clairement, s'il y a une deuxième étoile qui apparaît, plutôt que de juste broder une étoile au-dessus, qui avait été la solution choisie la saison dernière. Du coup, là, avec une étoile sur le logo, tu peux pas broder une étoile au-dessus, ça n'a pas de sens, c'est moche, et ça fait vraiment rafistoler. Donc du coup, là, la solution choisie, c'était de laisser qu'une seule étoile. Ça pose forcément question de pourquoi ça n'a pas été anticipé. Ou alors ça a été anticipé, et dans ce cas-là, il y a eu un vrai choix de la direction de l'UBB de se dire, tant pis, on joue avec un maillot avec une étoile la saison prochaine, et on mettra 2 étoiles. Mais je rejoins quand même très clairement le camp de ceux qui se disent en fait, juste mettez pas d'étoiles sur les maillots top 14. Tant pis, un peu ce que fait c'est La Rochelle, je crois, qui fait ça. Ouais, Toulouse aussi, je crois, depuis quelques temps. Ce qui fait pourquoi pas sens, si tu l'expliques. Et par contre, tu mets tes 2 étoiles sur le maillot Europe. Ah, mais pour moi, de toute façon, c'est soit tu mets 0 étoile, soit tu mais 2 étoiles, mais une étoile n'a aucun sens pour moi. Donc effectivement, je pense que même la solution la plus pertinente, si vraiment l'équipementier n'était pas capable d'actualiser le logo à temps, c'est de ce qu'on a fait l'année dernière, quoi. C'est de broder au-dessus. Alors effectivement, peut-être que c'est moins design, etc. Mais au moins ça fait plus sens, quoi. Parce qu'une étoile. Moi, je préfère la broderie au-dessus en plus. Oui, mais en plus, ça n'a vraiment aucun sens, quoi, une étoile. Enfin, il y a vraiment rien qui va, tu vois. Donc, autant, voilà, comme tu l'as dit, je pense que la solution intermédiaire aurait été que en top 14, et bon, on met pas d'étoile, et de toute façon, c'est pour la Champions Cup, donc on met les 2 étoiles pour le maillot de Champions Cup, ce qui va être le cas pour, dans ce cadre-là, mais en plus, enfin, tu vois, même en termes de vente, enfin, alors moi, j'achète très peu de maillots, mais je vois pas des supporters acheter des maillots avec une étoile. En fait, tu comprends un petit peu pourquoi ils ont augmenté le prix des abonnements. C'est vrai qu'ils se sont dit, attends, là, on va pas vendre un seul maillot. Parce qu'effectivement, t'as pas envie tu te dis, là, je vais acheter le nouveau maillot avec la 2e étoile, trop fier. Mais il n'y a qu'une étoile. Tu dis, je vais pas l'acheter. Après, on encourage ceux qui veulent l'acheter, bien évidemment. Oui. Achetez-le. Moi, je le trouve très beau en plus. Alors, certains ne partagent pas cet avis, et ça, de toute façon, c'est les goûts, les couleurs, peu importe. Moi, je le trouve très beau, l'extérieur qui a été révélé, qui est un peu un mix entre l'extérieur et le domicile de la saison passée. Et puis, c'est petit hommage au CABBG 91. Ouais, alors l'hommage... en fait, c'est les gros damiers, quoi. Bon, moi, je suis plutôt team 64 petit damier, mais voilà.
c'est ton côté old school. Mais du coup, ouais, ils se sont dit, on va vendre moins de merch à cause de ce problème-là. Du coup, on augmente les réabonnements et puis on essaie d'équilibrer comme ça. En tout cas, nous, on devait faire comme la saison dernière, une opération commerciale pour aider à financer le projet UBBeast avec un code UBBeast chez un partenaire d'ailleurs qu'on salue parce que ils étaient prêts à nous suivre, qui est Rugby Shop comme l'an dernier. En fait, on n'est pas tellement, on va pas s'amuser à défoncer le maillot et dire que c'est ridicule pour dire après aux gens achetez-le avec le code UBBeast pour financer notre projet. Donc, on préfère ne pas faire cette opération-là. Donc, ça c'est un choix. Toujours est-il que après, si vous voulez acheter le maillot, achetez-le. Au contraire, je pense qu'il va être très beau porté, mais bon, voilà. Ouais. En tout cas, moi, ce que je comprends pas, c'est, tu vois, les joueurs, le staff. Ils se saignent toute la saison pour aller chercher cette deuxième étoile. Et derrière, t'as les gens au-dessus qui sont pas capables de te le mettre sur le maillot et de rendre fier tout le monde sur la saison d'après. Ouais, ça fait un peu amateur, effectivement. Là, j'ai envie de dire, c'est bon, l'été a été un peu long. Vivement la reprise du sportif, quoi. Parce que ça enchaîne quand même pas mal de problématiques. Hein. Ouais. Bon, on va en traiter une dernière quand même. Non, 2 dernières d'ailleurs. Vas-y. Bah non, mais la deuxième qui est quand même liée à ce fameux maillot qui n'a qu'une étoile, c'est les sponsors qui méprisent encore les supporters, les petits supporters que nous sommes, à mettre leur couleur et ne pas respecter le maillot qui est la vitrine de ce club. Voilà, faire un maillot dégueulasse. On va encore être la risée de... Alors pas du top 14 parce qu'il y en a qui font... Alors j'allais dire pire. C'est différent, mais qui sont un peu dans le même délire. Oui. Mais en tout cas, ça fait pas pro, ça fait pas premium, ça fait pas prestigieux. Ce maillot-là, j'allais dire les partenaires, mais c'est les partenaires et le club qui autorisent ça. Franchement, ils s'en foutent royalement un peu de la fierté que peuvent avoir les supporters de ce maillot, quoi. Donc c'est dommage. Et nous, ça fait 3 ans qu'on fait cette émission, 3 ans qu'on le dit, mais ça fait bien plus longtemps qu'on le pense, et on n'est pas les seuls à le penser. Toujours est-il qu'on n'est pas entendu, on n'est pas écouté, que ce soit sur ce sujet, sur les rabonnements, sur plein d'autres choses. Quand on dit quelque chose, quand on dit une critique, le problème, c'est pas forcément le club, en tout cas selon eux. C'est plus nous qui sommes juste critiques gratuitement, alors qu'en fait, on est un peu la voix d'une partie des supporters, en tout cas de ceux qui pensent comme nous sur ces sujets-là. Mais on n'est pas entendu, et pourtant, on voit que beaucoup sont mécontents. Certains espèrent que ça changera avec Adidas. Peut-être. On l'espère aussi que ça changera un jour, que ce soit avec Adidas ou un autre. Mais en tout cas, cette année, c'est nul, quoi. Ouais. T'as pas... puis te vendre ça à 140 € sur le site. C'est vraiment un panneau publicitaire, et les marques qui font ça ne comprennent pas que ça les dessert. C'est-à-dire que ce gros carré bleu, moi je mettrais ma maison en vente chez eux, parce que en fait ils me saoulent tellement que je préfère aller voir un concurrent plutôt que de me dire ah tiens, mais eux ils sont bien, ils sont partenaires de l'UBB, ils font les choses bien en plus. Non, ils mettent du pognon, et beaucoup de pognon pour le coup. Mais ça les empêche pas d'être en fait de respecter un petit peu les supporters. Nous on soutient un club. Ce club-là, c'est pas juste un panneau publicitaire. Et de toute façon, tu regardes, plus les clubs bossent bien, plus les clubs sont prestigieux et plus le niveau est élevé, moins tu vois les sponsors. C'est très simple, hein. Tu regardes, alors tu commences par les Girondins. Bon, après, il y avait eu des sponsors qui étaient plus ou moins beaux, Bistro Régent, etc. Tu regardes le PSG. Déjà, les sponsors sont tous super bien intégrés. Et là, après, tu regardes ce qui se fait de mieux en termes de sport au monde, qui est la NBA. Là, tu as un tout petit sponsor. Enfin, c'est une règle un peu de base en sponsoring. C'est que ton sponsor, si tu veux qu'il soit le plus naturel et pertinent pour le club et ses supporters, et même pour le partenaire, il faut qu'il se fonde dans l'univers du club. Sinon ça fonctionne pas, et là tout le monde gueule sur ces partenaires-là, et du coup ça nuit à tout le monde. Alors c'est un détail, un détail, non, c'est pas un détail, mais en tout cas c'est pas du sportif. Donc je sais qu'il y a beaucoup de gens qui s'y intéressent pas, et qu'on va gueuler de toute façon. Là on est au mois d'août, que fin septembre on aura fini de gueuler, et que le club sera très content comme ça. Ouais, effectivement. Après, il y en a qui jouent le jeu. C'est vrai que je crois qu'il y a quelques sponsors encore, mais effectivement, ceux qui ont
Je sais qu'il y a Epsac où c'est pas trop mal, où c'est au moins les couleurs du maillot, mais effectivement, c'est vrai qu'il y a il y en a qui jouent pas du tout le jeu et et c'est moche quoi, tout simplement. Donc ça, je te suis. C'est la conclusion. Et tu vois, enfin, le maillot, c'est quand même, tu vois, en sport, le maillot, c'est quand même quelque chose. Tu sais, tu défends ton maillot, quoi. Ouais, non mais oui, bon, C'est après. quand même un symbole qui est fort. Et le salopé comme ça, c'est un symbole qui est aussi fort, je trouve. Bref, voici pour ce côté extra sportif. Et puis on va finir sur la petite news de Sud-Ouest qui est tombée aussi ce vendredi. Il y avait un petit match hier soir au Pays Basque à Jean Daugé. Match auquel j'avais assisté l'an dernier. C'est le derby Aviron Bayonnais. Biarritz Olympique, Bayonne a gagné. Et visiblement, il y avait un petit employé de l'UBB qui était présent à Jean Daugé, d'après Sud-Ouest. Thibaut Giroud qui était en tribune. Visiblement, ça va, et la grippe est passée, ou en tout cas il est plus contagieux, il peut être en tribune, mais il n'était pas à l'UBB en tout cas. Et je pense pas qu'il sera à La Rochelle ce soir du coup. Non, on le reverra plus. Mais effectivement, de toute façon, on l'avait évoqué. Hein, il faut qu'on arrive à régler ce truc là parce que c'est une petite épine dans le pied. En plus, ça dessert tout le monde. Nous, notre image, lui et aussi Bayonne parce que forcément, il a pas pu faire la prépa de Bayonne. Donc voilà, je comprends pas. Je comprends pas. Alors, est-ce que des deux côtés, personne veut trouver une sorte de compromis? Alors après, est-ce que c'est à nous de trouver un compromis alors qu'il avait une fin de contrat? Enfin voilà, si vraiment il veut partir, pourquoi il part pas? Voilà, c'est difficilement compréhensible. En tout cas, il faut régler cette histoire parce que de toute façon, il va pas rester 6 mois en arrêt maladie, quoi. Enfin, il y a bien c'est incompréhensible ce truc. Ouais. Donc voilà, c'était la petite nouvelle qui m'a fait marrer ce matin. Je suis là, bon, ok, c'est pas réglé encore. Ou alors c'est peut-être réglé et on le sait pas. Mais je pense qu'il y aurait eu une communication ou pas d'ailleurs. Parce que... De toute façon, on l'a pas vu on l'a pas vu à Bayonne, hein, donc entre guillemets à Jean Daugé. Non, mais il est pas sous contrat en tout cas non, voilà, c'est ça, ouais. avec l'Aviron. Ouais. Mais il était à Jean Daugé. Ok. Au match de l'Aviron. Bon. Bref, voici pour les actus du club. Je vous propose qu'on passe maintenant à ce petit point fin de contrat. Et on va faire dans l'ordre des postes. On va regarder tous les joueurs qui sont en fin de contrat. On avait fait des posts notamment sur Twitter et Instagram pour montrer un peu tous les joueurs qui vont devoir prolonger avant la fin de l'année ou partir. Le premier, c'est Ben Tamifuna. Et je vous propose qu'à chaque fois, on fasse un petit peu quelles sont les options et quelles les celles qu'on préférait nous en tant que supporters. Donc Ben Tamifuna qui fait partie des joueurs les plus vieux de cet effectif, il est de 91. Moi, ma préférence, ce serait qu'il rempile pour un an et sans attendre. Ouais, et de toute façon, en plus, c'est un joueur quand même qui est extrêmement attaché au club. On l'a dit. Moi, je l'avais dit la semaine dernière. Finalement, alors c'est vrai qu'effectivement, quand je t'avais dit qu'il était très peu blessé, et bon là, il s'est opéré de l'épaule, mais c'est un joueur qui arrive à vraiment bien enchaîner. Je vois pas en fait tu vois, à un moment donné, il y avait ça avec Kobilas où tu sentais qu'il était il était arrivé à 40 ans et tu sentais il arrivait plus à faire ses efforts en mêlée, il commençait à se faire dominer. Et donc là, tu sentais qu'en fait la performance sportive commençait à décliner. Big Ben, j'ai l'impression qu'il est toujours aussi fort. Alors bien sûr, arrive un moment, ça va arriver que il va être beaucoup moins fort, mais pour l'instant je vois aucune baisse de niveau. En impact player, c'est l'un des meilleurs piliers du monde. Donc pour moi, surtout que c'est un joueur qui aime vraiment ce club, ce serait un joueur à prolonger, comme tu l'as dit, faire des 1+1, enfin voilà, renouveler sous des contrats de 1 an pour pas prendre de risques si jamais il commence à décliner trop rapidement. Mais pour l'instant, il est tellement un si gros niveau de performance que pour moi, ce serait débile de laisser partir. Voilà. Et si jamais il devait devait être amené à partir, que ce soit son choix ou le nôtre, tirer sur quel genre de profil? Alors là, c'est ça où ça va être très compliqué parce qu'il faut trouver quand même un joueur qui soit relativement solide en mêlée et qui ait son activité. Alors sur le marché, soit il y a des fins de contrat qui vont arriver à l'étranger, c'est possible. T'as des profils aussi. Alors en top 14, je sais pas trop, j'ai pas trop regardé. Je sais qu'il y a des piliers qui sont assez intéressants. Moi, j'ai le pilier
de l'Ulster que j'aime bien, le pilier droit irlandais. Il y a aussi le pilier droit qui est un très jeune pilier droit géorgien d'Exeter qui joue de plus en plus. Alors j'ai pas son nom, mais je sais qu'il a joué plusieurs matchs et notamment une saison complète. Il a que 24 ans et il commence déjà à enchaîner en Premiership. Donc tu vois des joueurs comme ça, mais en tout cas il va falloir si tu veux remplacer un mec comme ça, il va falloir du très très haut niveau parce que ça reste quand même un pilier top quoi au niveau mondial. Sachant qu'on commence déjà à recevoir des appels du pied de certains piliers, puisque Georgi Melikidze, le pilier droit du Stade français, a suivi les UBB sur Instagram, donc c'est peut-être parce que il y a des petites infos et commence à se placer. Bon, c'est peut-être pas nous qu'il faut suivre pour se placer auprès du club, mais en vrai, ce serait incroyable. Hein. Effectivement, ouais. Effectivement, c'est sur Twitter, le compte Twitter du Stade français Paris m'a répondu jamais. Non, bonsoir, non. Non, en vrai, Melikidze, en plus c'est un joueur qui, ce serait vraiment un profil idéal, tu vois. C'est un vrai impact player qui marquait énormément d'essais au pré. Il est très très fort, solide en mêlée, gif. Voilà, il a quand même. Et puis si tu remplaces Big Ben, ça veut dire que t'as quand même un salaire conséquent à donner quand même. Ouais, et tu vois, là t'as lui, t'es vraiment un profil extrêmement solide, mais je vois. Oui. Je le vois mal partir. Ouais. Autre joueur, Jefferson Poirot, qui lui de 92, donc qui a plus ou moins annoncé quand même sa fin de carrière à la fin de la saison ou alors après la Coupe du Monde, ce qui semble être quand même l'option privilégiée, en tout cas la plus plausible. Moi j'espère qu'il restera au moins pour 1 ou 2 années, mais bon, si le joueur ne veut pas, il ne veut pas. Qu'est-ce que tu irais chercher, toi ? Enfin, qu'est-ce que tu espères et qu'est-ce que tu irais chercher s'il venait à partir ? Alors, effectivement, si tu veux, j'ai une proposition. Vas-y. Je sais pas si elle va te plaire et si elle va plaire à beaucoup de monde, mais moi, j'irais, vu qu'on a 2 jeunes, donc Mathis Perchaud et Prakadze à gauche, j'irais chercher un profil donc en fin de contrat expérimenté. Alors qui revient de grosses blessures, mais qui pourrait être intéressant dans le partage d'expérience et l'encadrement, et qui, je pense, peut encore 1, 2, 3 belles années. C'est Cyril Baille sur un contrat court, qui a qu'un an de moins que Jefferson Poirot, il est 93, mais qui du coup dans un profil un peu similaire, alors pas de profil de jeu mais profil en gros de joueur, enfin en termes d'âge et d'expérience, pour être super pour faire accompagner un Perchaud et un Prakadze. Ouais, effectivement. Alors après, le problème, c'est que c'est un pilier qui est en souffrance, même physique. Donc, tu vois, je sais pas si ce serait vraiment le coup idéal. À mon avis, il y a le pilier gauche de Pau qui, alors c'est pas un gros pilier de mêlée, mais Bisu, qui est quand même un joueur qui est assez solide, qui est mobile, qui est plutôt UBB compatible. C'est Bibi Biziui. Alors désolé pour la prononciation, mais c'est un joueur qui est assez intéressant, qui est très mobile. Alors c'est pas le plus gros cador en mêlée, mais c'est vraiment un joueur qui a un profil très UBB compatible. Mais par contre, c'est vrai qu'il faudra que un mec comme Perchaud prenne le relais pour être ton vrai leader en numéro 1 et permettre d'avoir un pilier solide en mêlée qui est Prakadze, et ce joueur qui est un peu plus mobile, qui va être beaucoup plus travailleur, qui arrive à gagner des mètres, qui est extrêmement intéressant, et en plus il fait plutôt des bons matchs avec Pau, donc tu vois, un de ces types de joueurs comme ça. Ou sinon après il y a là t'es encore sur un profil jeune, hein, 24 ans, Daniel Bibibiziou. Il est jeune, hein. Ah, je crois qu'il était un peu plus vieux, tu vois. Non, il a fait l'an passé, il a fait 18 matchs avec Pau. Ok, je croyais qu'il était un peu plus âgé, mais ok. Mais effectivement, voilà, tu vois, peut-être, ou sinon carrément tu vas chercher un profil étranger. Mais le problème, c'est après le profil étranger, ça te bouffe des places de gif, quoi. Mais effectivement. Baye, pour moi, ça serait compliqué dans le sens où vraiment, c'est un joueur. Mais ou alors t'as des assurances qui. En fait, ça va peut-être dépendre aussi de son début de saison, quoi. Ouais,
effectivement, parce que pour le coup, Mais il est déjà peut-être un peu trop vieux, peut-être un trentenaire. ouais, et puis surtout, tu vois, quand tu l'écoutais, tu sentais qu'en fait, il mettait plusieurs jours à récupérer, enfin sa cheville, enfin quand il s'était fait blesser par Skelton, bah, on l'avait vu en direct au stade, tu sentais quand même que c'est quelque chose qui lui fait beaucoup souffrir. Donc voilà, il faut pas qu'après il puisse être plus présent à tu vois à l'infirmerie que sur le terrain. Mais la solution, c'est que Jeff, voilà, il rempile. C'est clairement la solution que je préfère, hein, de toute façon, ça c'est sûr. Un qui est aussi en fin de contrat, c'est Mathis Perchaud sur le même poste. Bon, là, moi, il n'y a pas trop d'options, c'est tu prolonges et pour longtemps. Ouais, effectivement. Pour le coup, Enfin, j'envisage pas de départ, quoi. non, mais surtout qu'en plus, bah, c'est un joueur que là qui commence à progresser. En plus, c'est dommage. Hein, il se pète un peu au mauvais moment parce que je trouve qu'il faisait une saison vraiment énorme. C'était vraiment sa première saison où tu sentais qu'il commençait à être dominant dans plusieurs secteurs. Donc, il avait toujours cette capacité. C'est un gros travailleur, mais là, il commençait à vraiment avoir des vraies références devant sur la mêlée, ce qu'il n'avait pas avant. Et c'est encore un joueur qui est extrêmement jeune, quoi. Donc vraiment, Allez, lui, on il garde faut qu'on le Mathis. prolonge. Ouais, non, il faut qu'on le prolonge sur le long terme. De toute façon, c'est un joueur qui potentiellement va finir en équipe de France, donc enfin moi j'y crois en tout cas. Au poste de talonneur, d'ailleurs, j'ai dit qu'on suivait les postes, mais on a commencé par pilier droit, numéro 3, mais bon, bref. Talonneur, Konorsa. Euh, Moi, je suis d'avis d'attendre un tout petit peu le début de saison, voir comment il évolue. Est-ce que faudrait lui donner aussi un peu de temps de jeu pour qu'il puisse montrer ce qu'il vaut. Mais dans l'idée, sur un troisième talonneur qui coûte pas très très cher, après, il faudra voir les sollicitations qu'il aura lui aussi à côté. Mais si jamais on arrive à le prolonger pour pas très cher, moi je pense qu'il faut le conserver s'il arrive à montrer un poil plus de choses en ce début de saison. Ouais, effectivement. Euh, et après, pas d'inquiétude. Je pense qu'il y aura quand même du beau monde qui va arriver dans les années qui vont à venir. Je pense pas qu'il y aura un recrutement pour un numéro 3 vu. Alors, il y a Evrit qui, on va voir comment il va aussi faire sa deuxième année avec le groupe pro réellement. Tu vois, j'ai l'impression qu'il est un peu plus en masse, donc on va voir comment il évolue. Et puis après derrière, il y a quand même des sacrées machines qui arrivent, donc c'est pas impossible que ça aille très très vite pour eux, pour un numéro 3. Je pense notamment à Freinet, qui est un joueur qui est extrêmement impressionnant. Malinowski aussi fait une très bonne fin de saison, donc voilà, je pense qu'à terme, alors peut-être qu'on va prolonger Connor, mais en tout cas, il faut que voilà. À chaque fois, on lui dit ça, mais il y a un moment donné, là, c'est la fin de contrat, ça ressemble à une année bascule. Après, comme tu l'as dit, c'est un GIF, il est numéro 3, c'est un joueur qui est hyper bien intégré au groupe. Forcément, c'est pas un Ah, joueur c'est très très un enfant du club, hein. c'est Il est un là enfant du depuis, club. depuis 10 piges. C'est pas un mec, à mon avis, qui va te flinguer ton salary cap. Il est en plus bon dans les matchs qu'il fait. Enfin, tu vois, pour un N3, Oui. c'est plus que correct. Et en fait, tu vois, tu peux le prolonger et en intégrant petit à petit des jeunes, tu vois. Et après faire la bascule naturellement avec des Si mecs qui, besoin. si besoin. Bah après, Parce que s'il ça explose, reste un potentiel, il a ah 24 oui. ans, hein. Et s'il explose, voilà. Après, c'est d'autres joueurs qui devant lui, qui seront fin de contrat en 2028, qui vont être un peu plus inquiets. Hein. Donc non, non. Mais là, tu vois, là pour lui, ça ressemble à une année charnière. Moi, je crois toujours en lui parce que pour moi, il a un potentiel physique qui est énorme. Mais en tout cas, il faut qu'il arrive à prendre conscience de ça et que là, il faut que ça bascule pour qu'il puisse exploser cette saison et qu'il arrive à titiller le numéro 2, quoi. Ouais. Mais je pense quand même qu'il sera prolongé. Après, je me trompe Mais de peut-être. toute façon, tu vois, franchement, pour un, En fait, c'est tellement l'histoire est belle. En fait, si tu regardes le numéro 3 talonnaire de top 14, mais oui, il est quand même très très bien. Après moi, le seul doute que j'ai, enfin pas le seul, mais en tout cas le principal, c'est peut-être que lui va vouloir aller chercher un plus gros contrat que ce c'est que le ça, bébé peut lui donner, exactement. avec plus de temps de jeu. Et Exactement. c'est le cas d'un autre joueur qu'on va mentionner un peu plus tard, mais pour moi, c'est un peu le risque. Oui, exactement. En fait, c'est le principal risque effectivement qu'on ait, parce que je vois pas un recrutement externe où on va mettre plus de sous pour faire un numéro 3. Je pense que là, t'attendras la fin de contrat sûrement de Max Lamotte ou Gaëtan Barlow pour
je pense qu'on va reprolonger Max, mais tu vois, Gaëtan, suivant les performances qu'il fait, c'est peut-être là où on va recruter peut-être un N2 d'un autre niveau. Si le truc qui peut arriver aussi, alors après je connais pas les salaires, donc je vais pas pouvoir trop avancer, mais c'est si tu veux recruter un N2 de très haut niveau étranger, avec un salaire qui est beaucoup plus important, et de fait faire des sacrifices salarié cap et disant ben voilà, le N3 on prend un espoir parce qu'on aura deux qui coûtent plus cher. Mais tu vois, après c'est des arbitrages, je sais pas si tu prendras ce risque là quoi. Ouais. Non, moi je trouve que là les 3 talents qu'on a c'est bien quoi, ça fait la maille, et sur une saison où t'as 40 matchs, bah t'as besoin d'avoir un N3 quand même qui est plus que solide. Autre joueur, on passe à la deuxième ligne, Adam Coleman. Alors je sais pas ce que lui veut faire déjà, mais s'il veut continuer à jouer au rugby, sachant qu'il y a pas mal de rumeurs de retraite, etc., bah, le profil en fait il est tellement dur à trouver, et il a été tellement bon sur nos 2 derniers sacres que bah, je le prolongerai sur 1 an, quoi. 1+1. Enfin, tu as un contrat court, mais tant qu'il répond. Après, aussi bien, il va se péter tu vois, pendant la saison, et que du coup, ça va tout remettre en question. Mais s'il refait la même saison que l'an dernier, go. Ah oui, clairement. En plus, voilà, on a fait un recrutement en plus pour compléter cet effectif avec des mecs comme Kazo Moon qui peuvent permettre que lui fasse plus de repos et soit présent que pour les gros matchs. Effectivement, je pense que la priorité c'est de le prolonger. Après, t'as qui de libre? T'as Meafou, mais ça m'étonnerait que Toulouse le laisse partir parce que c'est un joueur qui est de mémoire GIF, international français. Et c'est pas le même profil. Mais c'est un profil de 5. Ouais, donc, mais Coleman, il peut jouer 4. Ouais, mais sauf que t'as plus besoin. En fait, ce qui est important dans le rugby, et en fait, c'est pour ça qu'on a laissé partir Petit et pas Coleman. C'est qu'en fait, t'as besoin d'un mec dense dans ton pack, et en fait, c'est plus dur de trouver un 5 que de trouver un 4. Un 4, c'est beaucoup plus facile. Tu peux même basculer des troisième lignes en 4 qui sont solides. Un 5. En fait, c'est très compliqué. C'est pour ça qu'on a laissé partir Petit, parce que c'était un joueur qui était extrêmement aérien, qui nous a mis dans le combat, qui pouvait jouer troisième ligne. Mais en fait, t'as besoin d'une poutre, quoi. Et t'as besoin d'un mec comme Coleman qui te densifie ton pack, qui te casse la gueule dans les molles, qui te met des gros plaquages. Donc en fait, t'as très peu de profils comme ça. J'aime bien, je trouve qu'il est un très gros travailleur, c'est l'Australien Canham, qui est un joueur qui est extrêmement intéressant. Donc là, possible aussi qu'il y ait des migrations post-Coupe du Monde de ce type-là. Mais c'est un joueur qui est un peu pareil, qui arrive à mettre des timbres, qui a une très grosse activité, qui peut pousser en mêlée et qui est encore très très jeune parce qu'il a à peine 26 ans. Donc peut-être un profil comme ça. J'avais aussi adoré le Kobus Wiese des Bulls et des Sud-Africains, mais lui il a re-signé jusqu'en 2029, donc ça, on peut dire que ça va être trop compliqué. Mais voilà, je pense en tout cas que si on laisse partir Coleman, il faudra un joueur de classe mondiale en poste de 5 et extrêmement solide. Et en fait, il y en a très très peu. Hein. Coleman, on se rend pas compte, mais parce qu'il est souvent blessé, mais c'est un joueur de très 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 haut niveau. Hein. Ça va être très compliqué à remplacer ce type de joueur. Hein. Vraiment. Donc gardons-le. Bah, pour moi, c'est la solution la plus simple. À mon avis, C'est un 91. Hein. Ouais. Ouais. Les vieux. Oh putain, les vieux, quoi. Boris Palu. Non, mais ça, bon, il y a même pas de question. Et Boris, c'est bon. Boris, il prend sa carte fidélité à l'apothèque et puis. C'est bon, il est bordelais, Boris. Oui, c'est bon, il peut acheter là. Hop. Tu demandes un prêt à Arkea. Ils sont. Non, mais bon, on va voir la saison qu'il va nous faire. Hein. Ça se trouve, il va un peu compenser. Et du coup, s'il cherche une maison, il faut qu'il passe par Human ou pas? Je sais pas. Bon, si, j'espère qu'il va faire ça. Ils sont obligés, ça se trouve. Non, je rigole. Mais en tout cas, ouais, ou Mathieu, il a plein de maisons, Mathieu, j'ai l'impression. C'est un agent immobilier. Mais non, Boris, Boris. Il faut qu'il prolonge. Il fait une saison XXL. Alors c'est possible qu'il tu vois, d'ailleurs c'est, je trouve que le staff a été très malin de lui filer une semaine de plus. Parce que voilà, vu le nombre de matchs qu'il a joué, vu l'intensité qu'il a mis, tu vois, ça peut être une deuxième saison où tu peux avoir un peu plus de pépins en décompressant, etc. Donc c'est bien qu'on puisse le gérer. Et c'est là où il va y avoir des mecs qui vont être extrêmement importants. Il faut que Caso se retrouve un peu sa forme. Pas impossible aussi qu'on ait certains troisième lignes qui montent dans la cage. On l'avait vu avec Jacob. Duprez, je trouve qu'il a été extrêmement fort à ce poste-là.
Donc il peut jouer 8-6-4, mais tu vois, c'est un joueur qui peut te permettre du press, tu le fous en 4, tu peux pas avoir Coleman parce que tu auras un mec qui va te mettre des timbres. Bon, après ça va, il faut voir si le cerveau marche, hein, mais en tout cas, il va falloir mieux gérer Boris pour qu'il garde ce niveau de performance, parce qu'il va pas pouvoir faire encore 34 matchs comme un dingo, quoi. Celui qui est envoyé dans tous les clubs du top 14 depuis 10 jours, Marco Gazzotti. Bon, alors moi, j'ai pas de doute qu'il reste en fait. Parce que c'est un gros pari de Laurent Marty, que ce pari, il est gagné quoi. Donc il remplit toutes les cases. Il s'installe un petit peu en troisième ligne en équipe de France. Alors c'est pas le titulaire indiscutable, mais petit à petit, il fait quand même ses preuves. Je vois pas un monde où on le laisse filer. Profil 6-8, en vrai. Enfin, pour moi, il y a zéro doute. Ouais, surtout qu'en plus c'est un profil extrêmement important, effectivement, qui est un troisième hyper complet, qui progresse, qui a que 21 ans, donc on sait pas où il va trop s'arrêter. Je pense que lui, ça fait partie des mecs qu'il faut absolument conserver. Parce qu'en fait il peut jouer comme tu l'as dit, même 7, je pense qu'il serait pas déconnant. Tu le mets dans les 15 mètres avec sa vitesse et son impact, il peut aussi faire des dégâts. Après c'est un joueur qui est moins aérien, mais en tout cas il a d'autres aptitudes qui sont extrêmement importantes. Donc non, moi lui je le garde absolument, je fais même un effort en fait pour le garder, tu vois. Je, je pense qu'il faudra de toute façon faire un effort, mais je vais pas casser la caisse, mais je pense que s'il demande un peu plus, effectivement, il faut aller dans ce sens-là parce que c'est un joueur qui doit pas partir. Ah bah là, il est international, il est plus espoir. Il C'est va sûr. de toute façon passer dans une autre grille salariale, donc mais bon, pas tellement de doutes. Il y en a un où j'ai beaucoup plus de doutes, c'est Pierre Beauchaton. Et pas parce qu'il a pas le niveau, pas parce que je l'aime pas, au contraire, j'adore le profil de Beauchaton. Je trouve que c'est un peu le troisième ligne qui nous manque parfois, à savoir guerrier, qui va aller un peu titiller les adversaires, enfin avec un peu de malice. Mais il est très jeune. Moi j'ai peur qu'on lui propose une offre où qu'il puisse pas refuser et qu'il s'en aille. Que ce soit en termes de rémunération, mais aussi en termes de place dans l'effectif. La troisième ligne, on a quand même une troisième ligne qui se dessine. Willis, Woki, Gazzotti, avec du Mathieu, avec du Duprez, avec du Ipsayen qui arrive. En fait, j'ai peur que du coup, on puisse pas offrir le temps de jeu que Pierre voudrait, et que du coup il préfère partir pour aller s'inscrire dans un autre projet, tu vois, pourquoi pas à Clermont par exemple, où il aurait une place dans le 15 en fait, tout simplement. Ouais, et puis pareil, comme à l'instar d'un Bastien Van Taillefer, lui c'est pareil, il est devenu international, donc il n'avait pas re-signé depuis, donc effectivement, ça va évoluer. On a beaucoup alors, tu vois, moi, c'était un des joueurs où je pensais qu'il allait plutôt évoluer comme un profil un peu plus aérien, et effectivement, il est resté dans un profil où il est très très fort, c'est le combat. Donc, alors c'est vrai qu'il a pas le physique de son rugby. Donc ça, c'est assez rigolo à voir. C'est vraiment un pur 6, tu vois, plaqueur, travailleur. Alors, il peut sauter en touche, mais il a pas le même jump qu'un Mathieu ou qu'un Woki. Et c'est vrai que c'est un poste au numéro 6 où finalement, du fait qu'on a Duprez qui est présent jusqu'en 2028, tu as quand même du beau monde à ce poste et tu es très dense entre Gazzotti, Duprez, Beauchaton. T'as Jacobs aussi qui, on le cite très peu, mais qui a fait quand même une très belle saison l'année dernière et qui est un très jeune joueur qui va encore évoluer. Donc effectivement, et puis ça pourrait amener à un recrutement d'un profil un peu plus similaire au poste de numéro 7 de Cameron. On évoque souvent le nom du Bayonnais Capilla, mais voilà, c'est peut-être que tu pourrais équilibrer un peu plus ta troisième ligne en recrutant ce type de joueur, et ça permettrait de plus mettre au repos Cameron, parce je trouve qu'on l'a dit en pré-saison, on est très dépendant de lui, c'est-à-dire que quand il est pas là, t'as l'impression que c'est le bordel en touche. Donc un joueur comme ça, un profil sauteur-coureur comme Woki, ça pourrait être extrêmement intéressant. En tout cas, c'est sûr qu'il va avoir un départ en troisième ligne, à mon avis.
Et moi, je veux absolument pas que ce soit Gazzotti, et je comprendrais effectivement Beauchaton, même si Beauchaton, il a toujours été titulaire dans le 23 type, et il a toujours fait des matchs de haut niveau quand il était. Il était pas titulaire. Non mais pardon, c'est pour ça que j'ai dit 23 types. Il a toujours été enfin dans le groupe quoi. C'est pour ça que j'ai parlé, j'ai pas dit le 15, mais effectivement j'ai dit deux infos à la fois. Mais tu vois, dans le 23, il a toujours été présent, et à chaque fois qu'il est rentré, il était monstrueux ces 2 dernières années, hein, que ce soit même au poste de 6 ou de 4, hein. On se rappelle quand même cette demi-finale de Champions Cup contre le Stade Toulousain, où il fait cette rentrée parce que Coleman est pété. Il avait été juste monstrueux, donc voilà, c'est quand même un super joueur, mais effectivement, est-ce qu'il aura pas envie de prendre un plus gros salaire dans d'autres clubs, quoi. C'est le risque. En tout cas, c'est vrai que le profil qui peut jouer 4 aussi, c'est intéressant, mais il y a aussi du Jacobs dans ce profil-là. Ouais. Tu vois, Jacobs, Beauchaton, c'est quand même un peu, mine de rien, le même profil, quoi. C'est ça, et puis t'en as un qui c'est effectivement le même profil, même si Jacobs est peut-être beaucoup plus dense. En tout cas, à l'avenir, il sera beaucoup plus dense, parce que c'est pareil, c'est un enfant lui aussi. Et oui. Autre troisième ligne qui est en fin de contrat, c'est Romain Gardra, qui du coup a le plus le profil sauteur-coureur que tu mentionnais, Ouais. qui du coup joue aussi avec le 7, qui ressemble du coup pas mal à Esteban Capilla. Donc, du coup, moi je vois un départ de Beauchaton et Gardra pour faire venir Capilla, si Capilla vient, sinon Après, on va voir ce que décide le joueur. Après Romain, l'avantage qu'il a, et c'est assez malin dans son profil de carrière, c'est que je pense que s'il n'était pas au 7, peut-être qu'il serait plus parmi nous. Et effectivement, comme il a ce projet aussi, ce double projet avec l'équipe de France à 7, t'as aussi ils ont des crédits. Ce type de joueur, et ça te rapporte aussi des quotas GIF, etc. Donc bon, c'est un joueur qui est extrêmement intéressant, mais lui, ce qui lui manque, de toute façon, on l'a évoqué plusieurs fois, c'est qu'il manque peut-être un peu de coffre, de carrure physique. C'est là où il manque un peu. Voilà. C'est vrai qu'il faut qu'il arrive à épaissir un peu sa carcasse, mais effectivement, c'est un profil de coureur sauteur qui est très intéressant. On l'avait vu contre La Rochelle, il marque son essai avec une belle course dans les 15. C'est un très beau joueur de rugby, hein. Affaire à suivre. Et le dernier du coup de ce pack, et après on va passer aux arrières, c'est Thomas Taufa. Bon, Thomas Taufa, je pense que ça dépendra un peu C'est vrai que lui... Non, mais tu vois, s'il y en a besoin ou pas, quoi. Enfin, non, mais en vrai, tu sais que lui, ça se trouve, il sera à minima Joker Coupe du Monde, hein, ça se trouve. Hein. Ouais, voilà, c'est vrai qu'il y aura peut-être... Ouais, parce qu'en fait, ça se trouve, t'auras pas Carlou, t'auras pas Big Ben, et peut-être que Falatea rentrera dans le train. Donc ça se trouve, on l'aura toujours, notre petit Taufa. Ouais, on l'aime bien. Il prend ses points en retraite, tranquille. Ouais, ça cotise. Hein. Derrière, au poste numéro 12, Juan Janse von Rensburg. Alors, à voir comment il revient un petit peu de sa blessure là d'ici la fin d'année, voire début d'année. Moi, dans l'idéal, ce serait de le prolonger tout simplement un petit peu, le garder, parce que c'est un profil quand même... Alors, c'est un profil qui est très peu polyvalent, mais qui... Enfin, on en manque quoi, de gros porteurs comme ça qui va mettre de l'impact et qui va jouer sur la puissance. C'est un des seuls profils qu'on a un peu comme ça, quoi. Effectivement, t'as Moefana qui a réussi à faire qui a ce profil-là en fait de joueur qui est pénétrant, mais effectivement, Van Rensburg c'est un 12 vraiment exclusif, et pour l'instant on n'a pas ce genre de mec. C'est-à-dire que c'est un mec qui va pouvoir en fait c'est l'avantage de ce type de joueur, c'est que avec zéro effort, ils vont pouvoir te faire gagner des mètres. Voilà. Et donc ça, c'est extrêmement important quand tu veux simplifier ton jeu, quand tu as une équipe qui est un peu, une équipe de doublons ou une équipe où tu sais, où tu changes que 80% de tes titulaires ou 50% et que tu sais pas trop quoi faire comme lancement. C'est un peu comme Tom Willis, tu vois. Je sens que ça va simplifier un peu notre système de jeu, tu vois. C'est des joueurs qui sont facilitateurs comme ça parce qu'ils vont te faire gagner des mètres avec rien. Un départ de 8, un 8-12, voilà. Donc ça, c'est une force incroyable. Donc on espère d'ailleurs qu'il va revenir le plus tôt possible, parce qu'on sait pas trop où il en était, mais visiblement il s'entraîne, mais le club dit qu'il est toujours en fait en rééducation, mais c'est vrai que j'aimerais bien l'avoir cette année, mais en tout cas ouais. Pour moi, en attendant peut-être des joueurs qui vont venir alimenter des espoirs, c'est un joueur que tu peux prolonger parce que tu sais qu'il est fiable, il connaît par cœur notre système, il est tout le temps fort.
C'est pas un joueur qui est ultra demandé, tu vois, c'est pas un joueur qui est sollicité par la sélection, Mais j'ai quand même un doute. Et c'est un peu le cas sur les joueurs étrangers, tu vois, c'est la volonté de la famille de rentrer aussi au pays, tu vois. effectivement. C'est un Ouais, risque qui est non négligeable. c'est vrai, tu as raison. Effectivement, Je tu as crois qu'il y raison. avait déjà eu des rumeurs comme ça, qu'il y avait un peu un mal du pays, de la C'est vrai, famille, c'est vrai, c'est etc. vrai. Donc c'est quelque chose qui peut arriver aussi et qui pousse aussi sûrement le club à étudier d'autres pistes. On a entendu, et ça on remercie nos petits oiseaux qui nous donnent les bruits de ce qui se passe à Bordeaux, mais apparemment il y a des centres étrangers qui ont été aperçus à la ville. Et je pense à un centre de base qui s'appelle Max Ojomo qui visiblement... Alors, est-ce que c'est les vacances? Est-ce qu'il vient visiter les installations? À voir. Mais en tout cas, il a été aperçu à Bordeaux. Donc lui, c'est quoi comme profil Ojomo? C'est clairement comme Yoram, c'est-à-dire que c'est un 12 qui peut décaler facilement en 13, qui est extrêmement solide, qui arrive à gagner des mètres, mais qui est quand même un joueur de ballon. Donc c'est un profil, c'est assez surprenant, parce que c'est quand même un joueur qui tend à devenir un des centres de l'équipe d'Angleterre. Donc effectivement, il y a aussi cette histoire que post-Coupe du Monde, comme les Australiens, comme les Néo-Zélandais, enfin il va y avoir probablement une migration qui va se faire parce que forcément ils vont aller venir chercher des plus gros salaires que parfois les clubs anglais ne peuvent pas tout le temps donner et en faisant un petit peu l'impasse sur 1 ou 2 ans avec la sélection anglaise parce qu'après ils savent qu'ils pourront rebasculer s'ils reviennent en Angleterre mais tu vois c'est vraiment bon ce serait une recrue incroyable mais c'est vrai que je serais très très surpris parce que je pense que c'est un profil qui va coûter assez cher et c'est quand même un joueur qui a un avenir en Angleterre. Enfin, tu vois, c'est possible que ce soit le 12 titulaire, tu vois. Donc, mais t'as des mecs comme Tom Willis qui ont fait une croix dessus, hein, donc c'est pas non plus impensable. Après, Mais on en est voilà. loin. Hein. Oui, oui. Il nous a dit qu'il avait été vu à Bordeaux. Hein. Après, franchement, Mais pourquoi ce, pas? Parce que ce type, du coup, on va potentiellement avoir 2 centres à remplacer. Parce qu'on a Dan Duplessis aussi qui est arrivé ouais, cet été, qui lui est en 1 ou 1+1. ouais, c'est ça. Donc potentiellement, peut-être que en fait tu fais les deux Sudaf partent et t'as un Max Ojomo qui est plus polyvalent sur du 12-13 qui arrive. Oui. En laissant du coup un peu plus de place à un Draw ou un Bone. Après au centre, moi il y a en Ça fin aide. de compte, ouais, il y a Saïd qui a 19 ans, mais lui, à mon avis, Ou Favreau, non, oui, Favreau. il mettrait un peu plus de temps. Et Favreau en 13, effectivement, c'est une possibilité aussi hein, que ça arrive très vite hein, pour eux parce que c'est des forts potentiels U20, donc eux ils vont vite rentrer dans la danse. Mais moi il y a un joueur que j'avais adoré qui a tenté l'aventure avec la Nouvelle-Zélande. Il a fait quelques sélections, mais il a été écarté. C'est Tabata Vanau, ouais, qui est le centre des Highlanders, qui est un... Tu l'as susurré à la fin du. Ouais, t'as vu On sent que t'es dépasseur. Hein. ouais, Tavanawai. Timothy et donc du coup et du coup qui est en fin de contrat en 2027 avec les Highlanders, qui a un profil pareil, lui c'est un 12 exclusif qui peut potentiellement basculer à mon avis en 6 mais tu vois qui est extrêmement dense, c'est vraiment un profil pénétrant un peu la Tuisova donc Ça fait quelques années que t'en rêves de ça. ouais voilà, et je me dis vu qu'il fera pas la Coupe du Monde, vu qu'il est blacklisté, viens. Allez. Allez viens, on est bien. Autre profil un peu différent, c'est Arthur Retière. Arthur Retière, le porte-bonheur de la Champions Cup. Alors, moi je dirais... déjà, t'as ce côté un peu sur un banc 6-2 où il est ultra important puisqu'il peut couvrir le poste de 9. Sa polyvalence, sa capacité à gratter des ballons dans les moments importants font que, pour moi, c'est absolument pas un... Enfin, c'est un no-brainer. Tu le prolonges et voilà. Ouais. Voilà, après à voir si le gris-gris marche toujours. Si t'es pas champion d'Europe à la fin de la saison, peut-être qu'en fait il est cassé et du coup il sert plus à rien, faut le jeter à la poubelle. Non, mais non, moi Arthur Retière, pas de raison d'aller voir ailleurs quoi. Il est encore jeune, hyper performant et puis il t'offre des solutions incroyables sur le banc quoi. C'est-à-dire que c'est un mec qui peut jouer quasiment tous les postes derrière. Donc du 9, même je pense qu'en 13 quand il avait joué à La Rochelle il était performant aux ailes, 15 c'est un peu moins fort mais il est quand même solide
il fait toujours des rentrées de fou, parce qu'en plus c'est un joueur qui, quand il te fait des rentrées, il va te gratter 1 ou 2 ballons et donc il va te faire du bien, et ça te fait gagner des matchs. Il est hyper impactant. Non, je pense qu'il y a aucune raison, si ce n'est lui qui veut devenir un titulaire à part entière dans un club. Sinon, il y a aucune raison qu'on le laisse partir. Aucune. Un autre ailier, Louis Bielbiarré. Bon, ça, on va peut-être pas s'étendre non plus, s'épandre là-dessus, puisqu'on en a parlé la semaine dernière et tout l'été. C'est en égo, c'est bien parti. Le deal avec Adidas rend tout très compliqué, peut mettre même l'Union Bordeaux-Bègles en difficulté sur ce sujet-là. Toujours est-il qu'il n'y a aucun monde où LBB part de l'UBB. Non, en plus c'est un peu la nouvelle star un peu du rugby. C'est un peu, ça peut devenir l'image du club. Tu vois, c'est vraiment un mec qui fait venir du monde au stade, etc. Et puis c'est un excellent joueur, c'est un mec qui a l'air attachant. Donc bon, voilà, super joueur. Ça a l'air d'être un très bon mec. Donc il est bien avec ses potes. On a enfin gagné des titres, deux titres majeurs. Donc dans sa très jeune carrière. Donc ouais, je vois pas un monde où il part. Il faut qu'il s'inscrive dans le temps, qu'on lui laisse faire les JO. En plus ça va être pas mal. Ça peut rapporter, si encore le truc qu'avait eu Dupont, ça peut être pas mal. Ça peut te faire, tu peux recruter 2-3 joueurs. Ouais, ça te donne de l'espace dans le salary cap supplémentaire, et celui qui avait eu Dupont, c'était quand même conséquent. Ah ouais. Quelques centaines de milliers d'euros, quoi. Ouais, c'est ça. Et en plus, tu fais pas le tournoi de destination, donc en plus, ça va permettre d'alléger un peu son calendrier, donc c'est pas mal. Ouais, c'était plutôt une bonne opération, ça. Le dernier joueur, c'est Chan Mousquès, qui arrive aussi, lui aussi, en fin de contrat. Il n'aura fait que 2 saisons à l'UBB. Moi, à voir les prétentions, ils arrivent à te mettre d'accord, mais enfin, ce serait un échec de se dire que Chan part déjà de l'UBB. Ouais, effectivement. C'est vrai que ça ferait un peu... Entre lui et Yon, tu vois, ça ferait un peu pour moi, 2 échecs quand même sur des profils très jeunes et sur les postes derrière. Ça serait un peu un aveu du coup, des erreurs de casting. Mais j'ai quand même la sensation que Mousquès peut largement progresser pour avoir une vraie place dans la rotation de cette équipe. Ouais, carrément. Et puis en plus, il a montré des aptitudes qui étaient sympas, de pouvoir changer de poste et de polyvalence, et toujours en étant solide. Je maintiens mon idée que c'est un mec qui peut potentiellement se diriger à devenir comme un Arthur Retière. Vraiment un couteau suisse qui peut te faire plusieurs postes derrière, et qui peut te permettre d'avoir... Alors effectivement, c'est embêtant parce que quand t'es ultra polyvalent, parfois t'es pas titulaire, mais par contre tu peux t'assurer une place sur le banc. Arthur fait tous les matchs importants, et c'est vrai que lui, il a ce profil pour faire ça, parce qu'il est très rugby. Par contre, il a parfois il manque un peu... par exemple, pour être 15, t'as l'impression qu'il est pas assez grand, pour être ailier peut-être pas assez costaud. Enfin voilà, mais par contre, il est très bon partout parce que c'est un joueur qui pue le rugby. Donc j'aimerais bien qu'on arrive à le faire évoluer un peu dans ce sens-là, même au poste de 9, tu vois. C'est un joueur qui bat sur les appuis, il peut être assez intéressant, il a un jeu au pied qui est costaud, et en plus il est très intelligent. En tout cas, il a vraiment un gros cul rugby, je trouve. Il se place bien, il est très intelligent dans ses placements, donc j'aimerais bien peut-être le voir un peu comme ça évoluer, et effectivement, comme tu l'as dit, hein, après Yon, il y a aussi Enzo Rebier, hein, récemment, où on a eu cet échec. Voilà, ça ferait quand même beaucoup d'échecs, mais c'est vrai qu'il y a quand même des bons joueurs qui arrivent, hein, Delpech, Avogadro, même Gabi Bonne qui peut jouer à la fois 13 et ailier. Enfin voilà, il y a du beau monde chez les jeunes, mais il faut qu'ils arrivent à s'installer durablement. Ouais. À suivre du coup pour Chan. Voici la fin de cet épisode. On vous donne rendez-vous du coup pour le match de ce soir à 19h30. Alors il y en a pas mal qui vont écouter cet épisode après le match, mais en tout cas il sera diffusé sur la chaîne YouTube du Stade Rochelais. On essaiera de le commenter un petit peu par écrit sur le Discord des UBBistes. Vous avez le lien en description de cet épisode si vous voulez le rejoindre. Alors on n'a pas encore fait de live en direct, mais en tout cas le
le Discord s'anime, plus la saison arrive, plus le Discord s'anime, ça parle des maillots, ça parle de l'infirmerie, à voir du coup comment ça vit un petit peu pendant les matchs, mais en tout cas c'est très cool. Il y a de plus en plus de monde et on vous en remercie. Merci à tous ceux qui nous auront écoutés jusqu'au bout de cet épisode, et puis on vous dit à la semaine prochaine. La semaine prochaine, je pense qu'on fera un petit épisode où on va zoomer sur les jeunes. Ça peut être pas mal, ça. Ouais, très bien. J'aime bien. Ouais. Bah, on aime bien, nous. Notre côté fan de football Et en plus, manager, ça. si du coup j'ai raison, attends, on va vite le voir. Ça se trouve, j'ai dit de la merde, mais on aura potentiellement des jeunes qui auront joué là. Peut-être. Et oui. À suivre. Allez, on vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Salut tout le monde. Allez, ciao tout le monde.